Non, mais, il paraît que François Bayrou ce soir il va présider. Il fait le conseil municipal de Pau. Oui. Où le budget va être première question que j'ai envie de vous poser. Oui. N'a-t-il que ça à foutre? Je trouvais ça très positif d'avoir des responsables politiques nationaux qui gardent contact avec le local et qui ont un mandat local. Je trouve ça très positif. Comme Paris avec Chirac. Gauthier Lebré n'est pas d'accord avec ça. Comme Chaban-Delmas à Bordeaux. J'adore ça. À la même heure. Le conseil municipal de Pau est à 18h. Non, 19. Et à la même heure. Non, faux, Gauthier. Alors ça commence mal cette semaine. Le conseil municipal a été décalé. Et donc il y a une visio depuis Beauvau. Il sera à quelle heure? À 19. Il y a une visio depuis Beauvau. Il y aura le président de la République. Retailleau est à Mayotte. Et François Bayrou sera en visio depuis Pau. Tu le dis toi-même. Je donne donc l'information. Tu dis toi-même que ce conseil municipal a été décalé car il était prévu à 18h. Oui, donc il a été décalé. Il a été prévu à 18h. Merci beaucoup. Il est décalé d'une heure. Il est décalé d'une heure parce que pour faire la visio. Est-ce que je peux terminer cette phrase? Parce qu'à la même heure, à 18h, bien sûr, il y a une cellule autour du président de la République qui se réunit au ministère de l'Intérieur pour parler de Mayotte. Et donc, même si elle a été décalée d'une heure, le Premier ministre ne pourra pas se rendre à cette cellule puisqu'il sera à Pau. Donc, il sera en visio. Il sera en visio à 18h. Oui, mais c'est symbolique. D'ailleurs, monsieur Retailleau ne pourra pas être dans la cellule non plus. Il est à Mayotte. Depuis Mayotte. C'est malin, il est à Mayotte. Il peut avancer les affaires de l'État et gérer des crises en visio. Extraordinaire. Oui, d'accord. Mais il va continuer à faire comme ça. Ah oui. Le prochain conseil municipal c'est fin mars. Il fera un conseil municipal fin mars. Il va pas changer. Mais moi je trouve que vous l'avez eu ce week-end, François Bayrou? Une fois. Oh là là, une fois. Pour dire quoi? Va m'acheter quelque chose au marché de Pau? Non, va me chercher des aubergines. Non, est-ce que vous avez parlé de sa nomination? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dort où ce soir, François Bayrou? Oh, mais très certainement à Pau, il repart demain matin. Ah, vous pensez qu'il va pas en Non, mais c'est pas non plus le grand... c'est jouable, hein. Ah oui. Vous connaissez les élotes. Vous êtes assez mobile aussi. Vous avez vu la séquence ce week-end? Il est toujours par Mons et par Vaux. Vous avez vu la séquence ce week-end où il quitte le point presse? Je sens que tu ne vas pas aimer ce François Bayrou à Matignon. Je trouve que première crise depuis qu'il est à Matignon. Mayotte, je trouve sa communication pour le moins étrange. Non mais le principal c'est qu'il assiste à la cellule. Tu as une cellule présidée par le président de la République aujourd'hui. Tu n'y es pas physiquement parce que tu préfères aller au conseil municipal, même si tu le décales d'une heure, encore une fois, excuse-moi. Et t'en avais une autre avec lui qui l'a présidé pour le coup ce week-end. Et au moment des questions-réponses avec les journalistes, il s'en va en disant « Je laisse le ministre de l'Intérieur répondre », laissant Bruno Retailleau lui-même pantois. Je trouve ça étonnant, c'est sa première crise à gérer, on va revenir bien entendu. Ce n'est pas parce que tu l'as vu venir qu'il faut que tu souhaites le voir partir. S'il vous plaît, calmez-vous. C'est pas parce que il n'est pas objectif du tout quand il s'agit de Bayrou. Alors là, appelez-nous au 01 80 20 39 21 pour dire ce que vous pensez de tout ça, et puis on va revenir bien entendu sur la constitution du gouvernement, parce que là ça commence, il voit beaucoup de monde. Alors il a vu, le premier qu'il a vu c'est Bruno Retailleau. Oui, vendredi soir absolument. Alors apparemment, François Bayrou voudrait garder Bruno Retailleau. Ça s'est bien passé. Il y a un compromis entre les deux hommes parce que Bruno Retailleau serait prêt à renoncer à sa loi immigration qui était prévue en janvier prochain et qui ne plaît pas aux socialistes, puisque les socialistes ont expliqué que c'était pour eux un casus belli. C'est le mot même qu'a employé Olivier Faure, pensez à nous, et qu'il censurerait en cas de loi immigration. Résultat des courses, Bruno Retailleau dit que s'il y a d'autres moyens de faire passer les grandes lignes de sa loi immigration, il les prendrait. Mais il n'y a pas d'autre moyen qu'une loi pour allonger le durée en CRA, par exemple. La durée, oui, les macarons. En tout cas, il a dit qu'il était ouvert à faire passer des mesures contre l'immigration sans passer par la loi. Oui, mais justement, il y a un grand point d'interrogation sur ça. Pour l'instant, là, sur Bruno Retailleau, François Bayrou voudrait qu'il reste. Bruno Retailleau se pose des questions. Il est prêt à des compromis, mais il n'est pas prêt à faire tout et n'importe quoi. Voilà. S'il peut agir pour les Français, il ira. S'il voit qu'il n'a aucune marge de manœuvre, il n'ira pas. Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, là, pour l'instant, je le dis, voilà, j'ai quelques infos. Bruno Retailleau, pour l'instant, et j'ai aimé son discours à Bruno Retailleau, puisque on a essayé de le joindre, et Bruno Retailleau, pour l'instant, il n'est pas du tout sur sa renomination au ministère de l'Intérieur. Ce qui le préoccupe actuellement, c'est Mayotte à fond. Donc il est à fond sur Mayotte. Voilà, c'est Mayotte, et on le comprend. C'est d'abord Mayotte, régler la situation à Mayotte, ça va être compliqué, mais au moins essayer de faire que ça se passe que ce soit moins catastrophique possible. D'ailleurs, on pense à tous les gens, on a perdu des gens de leur famille qui ne savent pas s'ils sont vivants ou morts. C'est incroyable, c'est ce qui s'est passé à Mayotte, et pour le moment, c'est la priorité du ministre de l'Intérieur. Il verra ensuite ce qu'il fera si
il continue ou pas. Mais pour le moment, c'est ça. Et il y a François Bayrou, oui, bien sûr, qui a dit qu'il était prêt à accepter la feuille de route de Bruno Retailleau. Donc, si on devait parier, il y a plus de chances de voir Bruno Retailleau dans le gouvernement Bayrou que l'inverse. Après, est-ce qu'il va rester longtemps ou est-ce qu'il finira par claquer la porte si François Bayrou ne lui donne pas pleinement le moyen de ses ambitions? L'idée, Cyril, et vous avez certainement les noms, vous allez l'idée est que François Bayrou veut composer un gouvernement de poids lourd. Je pense donc que Le Cornu peut rester, par exemple. Faut qu'il mange alors Bruno Retailleau. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il mette toutes les personnalités politiques donc de poids lourd, de poids lourd. Donc ce qu'on dit. Donc Dati resterait. Oui. On parle d'un retour de Gérald Darmanin, on ne sait pas où. Oui. Sachez-le, un moment était évoqué peut-être la justice, mais compliqué, paraît-il. Donc, alors ça c'est intéressant parce qu'on parlait de Bruno Retailleau. Bruno Retailleau va regarder avec attention qui on lui met au ministère de la Justice. On parle bien entendu de Bercy. Ça va être ce qu'on attend le plus. C'est bien sûr ministre du budget, ministre de l'économie. Il y a plusieurs noms qui circulent. Thierry Breton, ancien commissaire européen. Il y a Pierre Moscovici qui a été reçu ce week-end par premier président de la Cour des comptes, qui a été reçu ce week-end par François Bayrou. Il y a d'autres socialistes qui circulent, puisque Karim Bouamrane, qui a refusé le ministère de l'Éducation nationale, qu'on a reçu ici, mais le maire de Saint-Ouen, on lui a proposé le ministère de l'Éducation nationale, il a fait savoir qu'il avait refusé, puisque le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, le patron de son parti, a dit qu'il allait exclure tout socialiste qui rentrerait au gouvernement. C'est ça. Donc évidemment, il ferme la porte. Par exemple, Jérôme Guedj, son nom circule pour le ministère de la Santé. Et là, il y a un point d'interrogation, député PS, anti-LFI, et qui est resté sur cette ligne, y compris aux législatives. Je pense qu'il ira. Est-ce qu'il va franchir le Rubicon ou non? Je pense qu'il ira. Moi, je pense qu'il ira. De Dijon. Voilà. François. Qui fait partie des... Ça, il s'en fiche, François Rebsamen, d'être exclu du PS. Bien sûr, il a plus rien à ça. faire. Moscovici, il en a envie. Je pense qu'il a rien à faire aussi de se faire exclure par Olivier Faure. Voilà, donc s'en fiche. Alors, Jérôme Guedj, c'est différent. Il est député PS. C'est ça. Il est dans le groupe d'Olivier Faure. C'est pour ça que c'est plus compliqué pour lui. Je pense qu'il ira, moi. Le problème, c'est si vous faites le pari d'y aller, vous vous faites exclure du PS, vous n'êtes plus député PS, le gouvernement se fait censurer 3 mois plus tard. Vous êtes mort. Et ben vous revenez, gros pas bien. Comme vous êtes, comme disait Philippe Rézoli, vous êtes cuitas les bananas. Voilà. Donc c'est le dilemme. J'embrasse d'ailleurs. Ouais, mais c'est dans la personnalité de Guedj, il peut jouer. Il peut jouer. C'est vrai. Il a suivi, il s'est pris un candidat face à lui parce qu'il acceptait pas la Nupes. C'est un garçon courageux en tout cas. C'est sûr. Tout à fait. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Gabriel Attal et Olivier Faure ont été reçus ce matin. Qu'est-ce qui s'est dit? Marine Le Pen, Jordan Bardella. Alors, déjà Marine Le Pen, Jordan Bardella, quel changement par rapport à Michel Barnier, qui a mis 3 mois à les recevoir, quand François Bayrou met 3 jours. Et en plus, il est plutôt malin, François Bayrou, il les reçoit en premier et il arrive à expliquer ça parce qu'il dit « je reçois dans l'ordre d'importance à l'Assemblée nationale ». Donc, il y a une explication et un vrai prétexte. Mais c'est malin de le faire. Et puis Marine Le Pen, elle dit, quand elle sort de là, elle dit « j'ai été entendue, j'ai été écoutée ». Alors après, elle met tout ça au conditionnel et elle dit « je vais attendre de voir son budget ». Oui, mais là, elle va lui laisser du temps. Voilà. Ça part beaucoup mieux qu'avec Michel Barnier, ça c'est certain. Elle dit plus, j'ai été écouté, nous verrons si on a été entendu. Exactement. Elle met un petit... Oui, mais bon. Ça va, c'est déjà. Oui, mais elle voulait une marque de considération, elle l'a eu. Elle aurait pu dire on n'a pas été écouté, on va voir si on sera entendu, ou inversement. Et vice versa. Non, franchement, ça part beaucoup mieux. Vice versa. Non, mais elle n'était pas chez Audica, Marine Le Pen, les gars. Non, mais c'est vrai. Non, mais l'autre, tu crois qu'elle était comme ça, Marine Le Pen, en train de se toucher l'oreille. Attends, j'entends pas du tout ce que dit Jordan, je n'entends pas du tout ce que me dit ce monsieur. Non, mais franchement. Et puis il y a la proportionnelle qui peut tenir Marine Le Pen. Attention, mais c'est pas la même proportionnelle. On rappelle pour nos auditeurs à 16h17, on est en direct. François Bayrou est favorable à la proportionnelle, ce qui arrange grandement le Rassemblement national. Oui, mais même s'il y a une dose de proportionnelle, il faut expliquer aux auditeurs, aujourd'hui, quand vous élisez un député, vous savez qui vous allez élire, c'est le député qui fait campagne dans votre circonscription avec son suppléant. Une proportionnelle, c'est un scrutin qui peut être sous forme de liste, comme les européennes. Donc, une dose de proportionnelle est possible, c'est une volonté de François Bayrou, c'est un combat qui porte depuis longtemps. Marine Le Pen, elle juge qu'il n'y a que cette manière-là d'aboutir à une majorité absolue pour le RN, et le PS en a aussi besoin pour se défaire de la France insoumise. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Il a vu Gabriel Attal. Alors même chose, Gabriel Attal, François Bayrou sait comme il a malmené Michel Barnier, comme il lui a pourri la vie par exemple avec Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances, qui faisait des déclarations contre Michel Barnier et contre le budget qu'il était lui-même en train de porter. Donc c'est pas l'entente cordiale entre François Bayrou et Gabriel Attal, mais il en a évidemment besoin parce que c'est le premier groupe du socle commun Ensemble pour la République. Et ensuite il a reçu Olivier Faure. Alors Olivier Faure, il y a 2 sujets avec les socialistes.
la censure, parce que si les socialistes ne votent pas la censure, le RN peut la voter, le gouvernement ne tombe pas. Donc c'est les deux groupes qui tiennent le gouvernement, les socialistes et le Rassemblement national. Donc pas de censure automatique du PS pour le moment. Et sur le gouvernement, François Bayrou, il essaye de faire du débauchage individuel, mais Olivier Faure ferme la porte et dit je vais exclure chaque socialiste qui vous rejoint. Alors, il y a une question qui se pose et qu'énormément d'auditeurs m'ont posé et de personnes que j'ai croisées ce week-end. Ils m'ont dit, Cyril, pourquoi Emmanuel Macron a cédé? Pourquoi il a cédé à François Bayrou? Parce que Emmanuel Macron, c'est vrai qu'au départ, il n'avait pas choisi François Bayrou comme Premier ministre. Hein. Ah non, Sébastien Lecornu. C'était ou Lecornu, ou après peut-être on reparlait un peu de l'Escure. Voilà, mais c'était Lecornu. Alors celui qui était vraiment Premier ministre jusqu'à 11h, c'est Lecornu. C'est Sébastien Lecornu. Roland Lescure, c'était le candidat d'Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée. Mais celui qui devait être nommé et qui avait l'assurance d'être nommé, c'était Sébastien Lecornu. Est-ce que Lecornu restera au gouvernement? Lecornu, c'est bien possible. Ça, c'est une grande question. Je pense qu'ils ont dealé déjà. Je pense que c'est déjà dealé. Je pense que c'est pas encore totalement fait. Mais c'est dealé entre le président et François Bayrou. Mais François Bayrou, quand il sort du bureau d'Emmanuel Macron, chez Sébastien Lecornu, on craint le pire sur la suite au gouvernement, parce que faut savoir que ça fait 2 fois que François Bayrou empêche Sébastien Lecornu d'être Premier ministre. En janvier dernier, il a tout fait pour que Sébastien Lecornu ne le soit pas, disant que c'était le candidat de Nicolas Sarkozy, déjà. Là, évidemment, ça s'est fait même entre les deux hommes, puisque l'arbitrage s'est fait en faveur de François Bayrou, alors que ça devait être Sébastien Lecornu. Donc, au dernier moment, François Bayrou rafle la mise et empêche Sébastien Lecornu d'être ministre des Armées, d'être Premier ministre. Et au ministère des Armées, on pouvait même se demander si François Bayrou ne voulait pas la peau de Sébastien Lecornu. Et il y a une archive qui est ressortie. En février dernier, Gabriel Attal, qui fait toujours souvent des crasses à Sébastien Lecornu, avait proposé, au moment de former son gouvernement, le ministère des Armées à François Bayrou, sans en informer Sébastien Lecornu, et surtout, sans en informer le président de la République, alors que c'est un domaine réservé, évidemment, le ministère de la Défense. Et François Bayrou avait refusé en expliquant que c'était l'un des seuls domaines qui se portait bien. Donc, faisant plutôt l'éloge de Sébastien Lecornu. On verra s'il continue à en faire l'éloge et s'il le garde comme ministre des Armées. Moi, je pense qu'il va rester. Je pense que c'est déjà dealé entre le président de la République. Si Sébastien Lecornu veut rester, il restera. Oui, c'est ça. Ah, mais je vous dis, c'est sûr. S'il veut rester, il restera. Voilà, c'est ça. En tout cas, je pense que le président a dealé avec François Bayrou dès le moment où ils se sont mis d'accord. Il a dû dire, en revanche, je me garde Lecornu au ministre des Armées. Je pense. C'est possible. Je peux me tromper. Le sentiment que je vous ai évoqué, c'est un sentiment qui existe vraiment. Bien sûr. Est-ce qu'il veut se faire la peau de Lecornu? On peut l'entendre. Oui, mais je pense qu'il était plus important pour lui d'être Premier ministre que de se faire la peau de Sébastien Lecornu. Là, il est Premier ministre, donc là, il a obtenu je pense que ça va se détendre un petit peu. Voilà, pas énormément, mais il va le garder. Par rapport à la question que vous posiez, Cyril, c'est vrai que des personnes nous ont demandé comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi mais je vais vous dire ce qui s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron. Je pense. Emmanuel Macron, il nomme Sébastien Lecornu, donc François Bayrou le prend très mal. Il lui dit j'enlève mes 47 députés. 47 c'est les LR. C'est les LR. C'est une trentaine. 37, je crois. 37. Exactement, 37 députés. Voilà. Moi, si j'avais été Emmanuel Macron, j'aurais dit écoute, pas de problème. Enlève. Qu'est-ce qui va se passer de toute façon? Qu'est-ce qui va se passer? Il se serait passé quoi en vrai? 33. 33, exactement, merci. 33. Il se serait passé quoi si c'est évident. D'ailleurs, c'est ce que reproche Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron ce week-end dans son interview à la Tribune du dimanche, où il est malheureux de voir Emmanuel Macron céder. Quand vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas vous faire imposer par un homme d'être nommé à Matignon. Enfin, quelle image ça donne? Alors, comment vous l'expliquez? Je vais vous dire ce qui s'est dit. Impuissant. Je vais vous dire ce qui s'est dit ensuite Emmanuel Macron. Je vais vous dire ce qui s'est dit Emmanuel Macron ensuite. Parce que Emmanuel Macron, on peut tout dire de lui, mais c'est quand même pas un abruti. On passe à personne ne dit ça. Donc il y a une stratégie, autre chose que. C'était pas sa stratégie de départ. Mais lors de l'entretien, il se dit, d'accord, il veut y aller, qu'il y aille. C'est lui qui prend la responsabilité. Quand il se plantera, je dirais, vous avez vu, c'est lui qui a voulu y aller. Oui, il y a de ça. Moi, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est lui qui a voulu y aller, regardez. Il a voulu y aller tout seul. C'est lui le seul et unique responsable de cet échec. Moi, je suis pas responsable. Je suis d'accord avec ça. Je peux rajouter une dimension, Cyril? Donc il y a ça. C'est le premier. Ça tient sur je m'en lave les mains. C'est le premier ministre depuis 2017 à qui
concrètement, il doit quelque chose. Ah oui, bien sûr. C'est vrai. Puisque François Bayrou le rallie en février 2017, et là, dans les sondages, il est à peu près à 6-7%, François Bayrou. Ouais. Et Emmanuel Macron est à touche-touche avec François Fillon. Vous en souvenez, sur les sondages, il ne fait pas la différence. À partir du moment où François Bayrou fait cette alliance, se retire la course présidentielle, Emmanuel Macron prend le différentiel, va devant. Ouais. Donc, il y a ça au tout début du macronisme. Et donc, d'une certaine manière, il lui était redevable. Alors, c'est vrai, Cyril, tu as raison, il lui donne la main, dans un contexte hyper compliqué, dans une crise politique XXL, mais François Bayrou est le seul qui pouvait, d'une certaine manière, jouer ce rapport de force, parce que les autres premiers ministres depuis 2017 étaient des collaborateurs d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui les met sous la lumière, mais Emmanuel Macron ne leur doit rien. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est mon carleur. Emmanuel Macron. C'est la première fois qu'à ce type de profil à Matignon. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve absolument, excusez-moi, mais moi, je suis plutôt là sur la ligne évoquée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Je trouve lunaire que le président de la République se fasse tordre le bras et qu'on ait un Premier ministre qui s'est autonomé. C'est la première fois qu'il avait. C'est la première fois. Villepin Chirac qui voulait nommer à Lyon-Marie. Villepin, il veut gagner. Ah oui, alors il se cache plus. Il se cache plus. On l'avait dit. On l'avait dit. Henri Guénaud aussi, sur le plateau auquel je participais. Henri Guénaud. S'il vous plaît. Henri Guénoun. Non mais Cyril, on a oublié, mais Villepin avait tordu le bras aussi pour être Premier ministre, hein, attention. Oui, sur Michel Alliot-Marie, c'est vrai. En 2005. Quoi, Henri Guénaud veut y aller? Il est sympa, Henri Guénaud. J'ai fait un plateau récemment à lui, il a dit qu'il réfléchissait, qu'il était disponible. Il est sympa, Henri. Il y a du monde dans le couloir. Dominique de Villepin, ça va faire quoi comme effet? Henri Guénoun, Dominique de Villepin, ça va faire un effet. Ça va être très bien, ça va prendre 3-4% à Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Il va prendre 3-4% à Jean-Luc Mélenchon. Il va faire 5 ou 6%, il va les prendre chez Mélenchon. Et on va voir tous ceux qui sont des adorateurs de Mélenchon qui disent du bien aujourd'hui de Villepin, ce qu'ils vont en dire. Parce que je pense que ça va changer aussi dans la petite musique. Bien sûr, 100% raison. Mais moi, je pense que Villepin, il va nous faire entre une Hidalgo et une Zemmour. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est sûr. Il y a une marge. Oui, il y a une marge, mais bon, entre 2 et 7. Oui, ça, c'est bien ce que je dis. Et un dernier mot sur François Bayrou. C'est une première aussi. Il n'a pas eu un mot de remerciement pour le président de la République qui l'avait nommé lors de la passation de pouvoir avec Michel Barnier. Totalement inédit, ça. Normalement, vous avez un mot républicain, merci au président de la République de m'avoir nommé. Même Michel Barnier, qui était nommé, non pas, évidemment par Emmanuel Macron, mais bon, au vu des circonstances, là, il n'y a pas eu un mot pour le président de la République. C'est normal, c'est François Bayrou qui a été nommé. C'est lui qui s'est nommé Premier ministre. Il n'a pas été nommé par Emmanuel Macron, il s'est nommé tout seul. Il a pris un bélier, puis il est rentré. Il a pris un bélier. Il aurait dû prendre un sagittaire. Ascendant taureau. Merci. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent. 01 80 20 39 21. On va parler dans un instant de Thierry Breton et Pierre Moscovici qui alertent sur une France à l'arrêt. Ah bah oui. Et réclament un gouvernement qui s'attaque au désendettement. Vous avez vu que l'agence de notation Moody's dégrade la note de la France. On va en parler dans un instant. Ça y est, on a dégradé, on n'est plus... on est AA2, non, on est AA3 maintenant. AA3, ça veut dire que là, t'es presque redoublant, je vous explique. Quand t'es AA3, non, c'est... Je vais vous dire, on est au niveau de pays, je vais vous dire les pays, vous allez voir, vous allez flipper. Ah non, si, vous allez flipper. L'Allemagne, ils sont triple A partout. Ah bah oui. Ouais, c'est des andouillettes. Hein, voilà. Nous, on est quoi, nous? AA2. On était AA2, on passe à AA3. AA3, ah ouais, d'accord. Nous, ça y est, on est passé en filière professionnelle. Même le terme utilisé, on est dégradé. Exactement, on est dégradé. Dégradé. Ah ouais. Ça me rappelle Benaïm avec son mec. Non, mais c'est vrai. Elle l'a dégradé, elle le dégrade chaque année. Ah, c'est moche. Bon, allez, on se retrouve dans un instant. 01 80 20 39 21. Appelez-nous sur Europe 1, on va prendre beaucoup d'auditeurs et je vous donnerai une petite indiscrétion. Dans un instant. Mais une petite indiscrétion. On aime bien ça. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h30 sur Europe 1. Ils sont tous là. Il y a, comment il s'appelle? D'Artigol. Comment il s'appelle? D'Artigol, là, comment il s'appelle? D'Artigol, là, le vice-premier ministre. Il y a Fabien Lecoeur, il y a Gauthier Lebray, bien entendu, magnifique. Et il y a Valérie Benaïm pour sa dernière de la saison. Oui. Elle reviendra le 6 janvier, Valérie Benaïm, puisque elle a un congrès. Malheureusement, Valérie Benaïm part en congrès, le congrès
Non mais c'est vrai, c'est un congrès. Non mais c'est un congrès. Je dirais pas de quoi. Non. C'est le congrès de la brique à l'œuf. À Juan-les-Pins. Qui démarre demain. Très sélectif. Très prisé. Très prisé. Donc malheureusement Valérie Benaïm pourrait pas être avec nous. Mais Dieu soit loué, on la remplacera par quelqu'un de talentueux. Bien sûr. Qu'on n'a pas encore en tête, mais qui va arriver très vite. Merci. Gauthier Lebray. Alors, oui. on a d'autres infos. D'autres infos sur le gouvernement et des auditeurs vont nous appeler. 01 80 20 39 21. On fait un point sur le gouvernement. Rachida Dati, est-ce qu'elle va rester ou pas? Alors c'est une très grande amie du couple présidentiel, donc évidemment ça compte toujours dans ces cas-là. On voit comme elle a survécu déjà au premier chamboule-tout quand Michel Barnier est arrivé à Matignon, parce qu'ils sont très peu à être restés. Ça fait même pas un an qu'elle est ministre de la Culture, donc c'est une ancienne LR, donc sur le papier elle a plusieurs qualités pour rester. Et elle a dit du bien récemment de François Bayrou. Ce qui va être intéressant dans la formation du gouvernement, c'est qui va gagner sur le papier. Est-ce que Emmanuel Macron va laisser totalement François Bayrou faire, ou est-ce qu'il va essayer de s'immiscer dans la composition du gouvernement? Et c'est possible qu'il essaye de s'immiscer, que François Bayrou lui dise niet, c'est moi qui forme le gouvernement, point barre. Ce dont on est à peu près certain, c'est d'avoir Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Il a été reçu en premier. Parce que si vous n'avez pas Bruno Retailleau, vous n'avez pas les LR. Enfin, c'est lui maintenant qui est le patron des LR au sein du gouvernement et de l'équipe de l'exécutif. Il faudrait évoquer Retailleau au gouvernement. Ce serait bien. Oui, mais est-ce que Wauquiez va y aller? Je pense qu'il aura intérêt à y aller, Laurent Wauquiez, pour montrer son talent. Voilà. Et donc, je pense qu'il devrait y aller. Voilà, maintenant. J'espère qu'il va y aller. Au budget moi, si j'étais, non, je sais pas. Moi, je dis rien parce que on va pas évoquer des noms parce que quand on évoque des noms, c'est pas bon. Ouais. Donc on dit rien, on parle pas de Laurent Wauquiez, mais pour moi, Laurent Wauquiez aurait tout à fait sa place au gouvernement. On a évoqué pendant 10 jours les noms de Bayrou et Le Cornu. Ça devait être Le Cornu jusqu'à 11h et ça a été Bayrou. Donc pour une fois, les noms qui ont été évoqués ont été nommés. Moi, je vois Laurent Wauquiez, il faudrait qu'il soit au gouvernement, c'est sûr. Il faudrait qu'il retaille au Wauquiez. Voilà, c'est le ticket gagnant. En tout cas, Bruno Retailleau voulait faire entrer au gouvernement ceux qui sont plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Et Laurent Wauquiez, il est plus dangereux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, c'est tout à fait ce que je veux dire. Bruno Retailleau était plutôt pour le faire rentrer, tout comme Gabriel Attal. Parce que ceux qui ont complètement complexifié la vie de Michel Barnier, en dehors de Marine Le Pen qui a baissé le pouce vers le bas et qui l'a censuré, c'est Gabriel Attal en numéro 1. Et Laurent Wauquiez, s'il est dehors. Et voilà. Donc, ça serait les deux à faire rentrer au gouvernement dans l'esprit de Bruno Retailleau. Ce serait malin de la part de François Bayrou. Et François Bayrou, c'est un malin. Attention. Il l'a eu. C'est un malin. C'est un malin. C'est un Machiavel. Ah ouais, non, mais c'est ça, exactement. Donc, il va penser comme nous. Voilà, ce soir, il va être dans sa voiture pour aller à Pau, là, au conseil municipal. Et là, je peux vous dire qu'il va penser à ça. Comment il fait l'aller-retour, tiens? En voiture. En avion. En avion. Ah oui, en avion. Jure sur la vie des gosses. Mais quoi? Jure sur la vie des gosses. De train, tu sais pas moi, je prends la voiture. Moi, je prends la voiture pour aller n'importe où. Je suis allé à Toulouse en voiture. Oui, mais là, il n'a pas le temps, là. Il consulte encore. Il cherchait les poux dans la tête. Il va avec quel avion? Ça, c'est une question. Ça sera regardé. Non, est-ce que c'est un avion de ligne ou un avion Bah oui, à mon avis, c'est un jet, comme on dit. Mais étonnerait que c'est son avion de ligne. C'est un jet. Vu les horaires contrats qu'il a. Pau est très mal desservi. Mais oui, on a perdu la liaison Orly-Pau. Je sais, donc Pau est très mal desservi. Ça nous a fait très mal. Je le sais, j'ai dû y aller en voiture, moi aussi. Comment on va faire, nous, pour y aller, d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'on a été là, le train. On a Roissy-Pau. Je vous prends tous dans la voiture, on va y aller. Allez, très bien. On va partir la veille. Un petit van sympa. Si t'es champion. Non. Si, c'est moi qui vais conduire. D'accord. Ah oui, très bien, très bien. Avec un petit bus. C'est moi qui conduis, je vous mets tous avec moi, vous inquiétez pas. Parfait. C'est combien de temps de voiture? Avec moi. 8 heures. Ouais, 8-9 heures. Quoi, 8-9 heures pour la. Alors avec Cyril qui roule lentement, parce que vous roulez lentement, Cyril. Et surtout, je peux me tromper 200 fois de chemin. On va mettre 14 heures. Je pense qu'on va partir le 12, on va arriver le 27. Non mais. Non mais bon, c'est pas grave. Ils nous attendent d'ailleurs les Palois, Olivier, ou pas? On m'a un peu parlé de l'émission, mais un peu sur l'idée, vous allez pas le faire de toute façon. Ah, il ne croit pas. Il se trompe. Le Palois est prudent. Il se trompe. Le Palois est prudent. Est-ce que je peux revenir sur ce que vous avez dit à propos de Gabriel Attal? Vous parlez de qui? Vous pensez que Gabriel Attal peut intégrer ce gouvernement? Je pense que certains poussent pour qu'il l'intègre. Est-ce que après lui acceptera? Non. Jamais de la. J'ai du mal à y croire. Il a rien à L'idée, vraiment, je vous assure. Il a été Premier ministre. L'idée, un énorme ministère. Quand vous avez été Premier ministre. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il veut que tous les chapeaux, Cyril. Ah non, il n'aura pas l'intérieur. L'idée. La justice? Cyril. Faut pas bouger au Bruno Retailleau de l'intérieur. Mais non. Mais Cyril, le fait qu'il veuille tous les chapeaux à plumes dans son gouvernement, c'est pour s'éviter les empêcher de nuire à l'extérieur, c'est une vraie stratégie. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il prenne Laurent Wauquiez.
Oui. Ah, on est d'accord. Il vaut mieux prendre Laurent Wauquiez que Pierre Moscovici. Mais que lui, on était en vie. Pierre Moscovici va rien lui faire à l'extérieur. Olivier nous disait, justement, parce que c'est la volonté de François Bayrou, il veut un gouvernement de poids lourds. Mais donc, si il veut des poids lourds, alors on voit très bien les poids lourds chez LR, on les a cités, c'est évidemment Retailleau, Wauquiez. Attal. Voilà. Qui sont les poids lourds chez les macronistes, autres que Gabriel Attal? Non, mais que et Gérald Darmanin, évidemment. Que Bayrou en est en vie, ça c'est une chose. Mais que Attal en est en vie, ça c'est autre chose. Moi, je pense qu'Attal n'ira jamais. En revanche, Gérald Darmanin peut se chauffer sur un ministère. Maintenant, il reste quoi? Pour moi, si vous mettez Retailleau à l'intérieur, il faut donner un gros ministère. Il faut donner un gros ministère à Laurent Wauquiez. Wauquiez, je le vois pas aller à la justice. Il n'ira jamais. Voilà. Donc forcément, c'est à Bercy. Oui. Il reste quoi? Il reste la justice pour Gérald Darmanin. Je vois pas. Portefeuille régalien. Attention, je vois pas y aller. Ça fait un gros dispositif. Donc c'est armée ou affaires étrangères? Non, mais Gérald Darmanin n'est plus tellement affaires étrangères. Ah non, alors je vous le dis, j'adore Gérald Darmanin, mais Gérald Darmanin, les LR ne le considèrent plus du tout chez eux. Non, ils le détestent. Non, pas du tout. Ah non, mais je vous le dis. Ah non, mais ils se détestent. Ma mère est plus LR que Gérald Darmanin. Ah non, mais j'adore Gérald Darmanin, vous le savez. Les relations, humainement, est un type exceptionnel. Les relations entre Gérald Darmanin et à l'époque, le patron des LR avant Laurent Wauquiez, c'était Olivier Marleix à l'Assemblée nationale. Les relations étaient plus que froides. Mais je vous dis. Exécrables de chez exécrables. Ah non, mais je pense qu'ils s'entendent mieux avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec les mecs des LR. Ah non, mais je vous le dis. C'est toujours pareil, quand quelqu'un est parti de chez vous, oui. Regardez, c'est comme quand Benaïm est partie de chez elle, qu'elle est venue habiter à la maison de 3 semaines. Je peux vous dire que chez elle, ça grinçait des dents. Voilà, c'est toujours pareil. Bien sûr. Quand on quitte quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais alors donc quoi? Alors affaires étrangères, tu penses? Non, il manque la justice, affaires étrangères, éducation nationale. Je ne vois pas un ancien ministre de l'Intérieur qui s'est fâché avec les magistrats. Affaires étrangères, mais Barrot. Il n'ira pas à la justice. Il bougera pas. Barrot, c'est un modem en plus. C'est un proche de Bayrou. Donc ça laisse peu de place à Gérald Darmanin. Jeannot ne bougera pas. Jeannot ne bougera pas. Oui, donc il reste rien parce que. L'éducation nationale. Ah. Je vois pas Gérald Darmanin à l'éducation nationale. Mais Attal, c'est pas con. Retour d'Attal à l'éducation nationale. Jamais de la vie. Et là, jamais en arrière, c'est comme avec une femme. Ah oui. Non, mais c'est vrai, les mecs. Comme avec une femme. On fait jamais marche arrière, à moins que t'aies un très bon radar de recul et une caméra. Et là, non, là, c'est sûr. Attendez, si on récapitule, ça veut dire qu'on garde le cornu aux armées. Oui, on garde le cornu aux armées. Ça, c'est vous qui le dites. On garde Barrot aux affaires étrangères. Moi, je dis que c'est pas fait. On garde Barrot aux affaires étrangères. Barrot aux affaires étrangères. Dati à la culture. C'est Jean-Noël Barrot, c'est pas vous, Fabien Lecoeuf, pas le Barrot. Merci. À l'intérieur, Retailleau. À la justice, on met qui alors? Ça va être le plus intéressant. Eh oui. Parce que ça va être la volonté de François Bayrou d'aligner ou pas l'intérieur et la justice. Je pense que je pense qu'il va mettre un contre-pouvoir à Bruno Retailleau à la justice. Moi aussi. Je pense que ça va être encore le poste un peu à gauche. Un peu gauchiste, ouais. On est d'accord. Mais Didier Migaud reste pas. Il peut mettre Rebsamen. Pas Migaud. C'est un profil. François, le maire de Dijon. J'ai gagné le tournoi de Dijon en plus. C'est une de mes villes préférées. C'est une de mes villes préférées, donc ça me ferait plaisir. Et à Bercy. Mais vous êtes sûr qu'à François Rebsamen, s'il le met pas, c'est sûr que la moutarde va pas lui monter au nez. Oh non. Si, c'est validé, Non, il ne valide pas ça. Si, c'est validé. C'est validé. Tu valides des choses bien pires, excuse-moi. Benaïm, arrête, t'aurais été d'Artigol, t'aurais été en pamoison. Arrête un peu, Benaïm. J'adore ce mot. Benaïm, arrête un peu. Ça va, ça va. Redescends, Benaïm. Redescends. 01 80 20 39 21, vous nous appelez au standard Europe 1. Non, mais on est en train de remplir les cases. Fait le gouvernement. Ouais, mais dans ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Ça sent pas le et puis, pour l'instant, on n'a pas ouvert à gauche, là. On n'a rien mis à gauche. Ouais, ça, c'est notre problème. Moi, je vais te dire, je suis d'accord avec un truc. Je suis d'accord avec un truc avec Gauthier Lebret. En refaisant le gouvernement, il y a un problème qui se pose. C'est le cornu. Parce que s'il garde Barrot, s'il garde Dati, ben oui. S'il garde Retailleau, mais moi je vous dis que c'est pas fait. À un moment, les mecs, il va pouvoir garder que 3 ministres. Ben oui. Il va pas en garder 200. Ben oui. Voilà. Donc les mecs, à un moment. Dati et Retailleau, c'est prioritaire. Dati et Retailleau, je pense Dati et Retailleau et je pense que je pense que Barrot bouge pas. Je vous le dis. Barrot bouge pas. Barrot, c'est un très proche. Donc ça fait 3. Donc ça fait 3 qui bougent pas. Et après, il faut bouger. Je peux pas en avoir 4 qui bougent pas, c'est fini. Donc à mon avis, ça va être compliqué pour le cornu. Vu comme ça, t'as pas tort. Moi, je vous dis que et là, je vois bien Gérald Darmanin aux armées. Ouais, je le verrais bien. Avec une grosse entente, une complicité humaine entre le cornu et Darmanin. Ils échangent beaucoup. Donc il va lui prendre, Oui, je pense que ça ferait des ennuis pour Gérald Darmanin lui-même de se dire je remplace Sébastien Lecornu. On sait que Gérald Darmanin, il veut les affaires étrangères. Oui. Depuis le départ. Et est-ce qu'on peut pas pousser Barrot? Mais Barrot, il parle extrêmement bien anglais.
Non, puis il n'a pas démérité sur les 3 mois. Non, mais il a été très bon. Ouais. Et 2, il parle très bien anglais, Barrot, Jandot. Enfin. Oui, mais c'est vrai. Et Gérald, j'aime beaucoup Gérald Darmanin, mais je suis pas sûr que ce soit Imagine Your English. C'est pas Big Ben. Non, mais au train où on va, ça veut dire que Darmanin va nulle part alors. Ça joue. Bah oui, mais à mon avis, il faut qu'il aille quelque part. Donc je vois pas où. Vous pouvez trouver un autre ministère à Jean-Noël Barrot, c'est pas complètement... Exactement, parce que tu peux mettre Jean-Noël Barrot aux armés. Non, vous évacuez complètement l'option le corps nu. Sinon tu mets Barrot à la justice. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Ouais, mais il va mettre un mec à gauche. Mais oui, il faut mettre... Ouais. Donc, non. Lui, il veut ouvrir à gauche, c'est évident. Ouais. Donc là, tu peux pas. Mais Barrot, il y sera, c'est sûr. Et on ouvre à gauche avec qui alors ? Si Moscovici dit oui, Moscovici, président de la Cour des comptes, il va pas ailleurs qu'à Bercy. On a donné les noms. Alors Bercy, il y a plusieurs ministères. Il y a Bercy, il y a évidemment l'économie, les finances qui ont été plusieurs fois séparées. Il y a l'industrie, il y a le budget. Donc il y a au moins. Je vois pas. Alors je vous dis la vérité. 3 ministères. Ouais, mais je vois pas Laurent Wauquiez. Non, il va pas être ministre délégué au budget. Non, mais donc dans ce cas-là, il y aura arbitrage et ça sera pas Laurent Wauquiez à Bercy. Ça c'est François Bayrou qui arbitrera. Mais si vous voulez faire rentrer quelqu'un de gauche comme Moscovici, vous l'avez, président de la Cour des comptes, ancien ministre de l'économie et des finances, vous le faites pas rentrer à l'agriculture. S'il rentre, c'est que à Bercy. Bah voilà, on est bien d'accord. Mais le problème, il faut qu'il fasse rentrer Wauquiez. Pour moi, il a intérêt à faire rentrer Wauquiez. Si Wauquiez est vieux, et Wauquiez n'ira pas ailleurs qu'à Bercy. Ah oui, donc comment il n'ira pas à la justice. Non, mais personne ne veut y aller à la justice à droite. C'est un enfer. Voilà. Pour faire bouger une ligne, ça vous prend 6 mois. Donc, et pour moi, c'est plus malin de mettre Wauquiez à Bercy et Moscovici. Voilà, mais on peut pas le mettre ailleurs, Moscovici, mais c'est le problème. Bah, et Thierry Breton, vous vouliez mettre Thierry Breton aussi dans l'équation. Thierry Breton, je crois qu'il repart à Carnac. Je crois qu'il Thierry Breton, j'y crois pas un instant. Il est sympa en plus, Thierry Breton. Moi, je connaissais son cousin. C'est qui ? Gérard Lenormand. Qu'est-ce qui se passe, Gauthier Lebon ? Non, mais je ris. Merci. Merci, c'est bien sympa. 01 80 20 39 21. Non, mais sans rigoler, Thierry. Mais c'est presque fait, ce gouvernement. Il manque des femmes. Nous, sans rigoler, j'ai l'impression. Et nous, mais pas de moi. Il a raison. Il manque des femmes. Il n'y a que Rachida Dati pour l'instant dans votre casting. Vautrin va rentrer. Bah, elle va rester surtout, elle est déjà ministre. Donc ça fait une ministre de plus que vous gardez. Et votre équipe, elle sent. Et je dis une bêtise, parce que moi, il y en a une que j'adore. Pardonnez-moi, parce qu'il. Carole Delga, elle pourrait pas rentrer dans les socialistes. Non, elle serait exclue. Elle serait exclue par. Il peut y avoir Juliette Méadel. Juliette Méadel, l'ancienne secrétaire d'État. Elle n'était pas dans les boucheries. Aux victimes. Post-attentat, ouais. Et Brugère serait bien à la justice. Ah oui. Brugère, ouais. C'est vrai qu'elle essaye de la caser, Béatrice. On l'adore, Béatrice. Ouais, dans un gouvernement. Elle serait parfaite. Oui, mais elle n'est pas PS. Elle représente le syndicat aussi. Elle représente un gros syndicat aussi. Ça alignerait la justice et l'intérieur. Ça serait très bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais qu'on soit d'une couleur politique ou d'une autre, que la justice et l'intérieur soient alignés, ça paraît assez logique. Ça n'a été que très peu le cas dans le passé. 01 80 20 39 21, on va prendre David en ligne. David qui est avec nous, David de Paris, 24 ans, qui est avec nous sur Europe 1. C'est vrai que là, on remplit, on a l'impression d'être à la bar mitzvah de mon fils. Et il veut dire, ouais, mais lui, il veut pas être à côté de lui. Tu sais que. C'est une table de mariage, Chaim Bechnenou, il veut pas être à côté de José Herbi. Jeannot, où on est Jeannot? Non, mais c'est vrai, Jeannot. Non, mais c'est vrai, on va revenir là-dessus. On va redécompter tout ça. Moi, je vous dis. Et je vous rappelle que Ségolène Royal a fait des appels du pied aussi. Oui, pour l'instant, elle n'a pas eu d'appel, Ségolène, et je l'embrasse. Moi, j'adore Ségolène. Ségolène Royal, il y a un sondage qui est sorti en octobre 2024, là. Quoi ? Personnalité féminine préférée des Français politiques en égalité avec Rachida Dati. Ségolène Royal. Eh oui, les chiens. Ah bon ? J'ai le sondage. Donc, calmez-vous. Ah ouais. Calmez-vous. Ségolène Royal, très bien placée. Vous sous-estimez Ségolène Royal. Et l'amour qu'ont les gens pour Ségolène Royal. Parce que vous êtes. C'est pas beau, Valérie, franchement. Non, mais je vous le dis. Ségolène Royal, personnalité politique féminine préférée des Français avec Rachida Dati. 26%. Manière que tu as de sous-estimer Ségolène Royal. Voilà, vous sous-estimez Ségolène Royal. C'est possible. Merci. C'est possible. Ça, on n'aime pas. Tellement pondérée tout le temps. Elle est incroyable, Ségolène. Moi, je l'adore. Voilà. Et c'est quelqu'un. D'accord, non, mais elle est sympathique. C'est quelqu'un de confiance. Moi, déjà, j'aime les gens de confiance. Et Ségolène Royal, croyez-moi. Mais je vous le dis. C'est quelqu'un d'extrêmement loyal. Et non pas, je vous le dis, c'est Ségolène Loyal, moi, que je l'appelle. Non, mais elle est extrêmement loyale. Et j'aime beaucoup Ségolène. Et vous la sous-estimez. Franchement, vous la sous-estimez. Je vous le dis, et je pense que ça serait pas une mauvaise idée, Ségolène Royal à l'écologie ou un truc comme ça. Elle l'a déjà été. Alors, quand on est été, on peut revenir. T'es jamais repris avec une ex, toi? Vous avez dit exactement le contraire. Sur Attal et l'éducation nationale. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Attal, mais les mecs, vous êtes fous quoi? Il recule Attal. Attal, il a été Premier ministre entre-temps.
Les mecs, dites pas de bêtises. Il a été Premier ministre, il va pas reculer, revenir ministre de l'Éducation. Vous aviez pris un exemple aussi avec les femmes en disant tu retournes pas avec ton ex, donc ça n'a rien à voir. Tu retournes pas avec ton ex quand t'as trouvé mieux. T'as fait mieux. Tu vas pas retourner avec ton ex. Mais si tu fais moins bien, tu peux retourner avec ton ex. Bah bien sûr. Bien sûr que oui. C'est parce que j'avais pas encore tout donné. Si Attal il avait fait ministre de l'Éducation, ministre, je sais pas moi, du numérique, et après il revient ministre de l'Éducation, oui. Mais là non. Désolé, non. Ok. Si les gars, Prends des notes. C'est insupportable. C'est toute une gymnastique. Oui, c'est une gymnastique. Bah oui, c'est une gymnastique. Bah oui. Attal il a fait Premier ministre, il va pas revenir en tant que ministre de l'Éducation. Il y a des premiers ministres qui sont. C'est comme si moi demain tu me dis, je reviens sur Europe 1 et je suis autour de la table. Bah les mecs non. Mais désolé. Vous savez qu'il y a des premiers ministres qui sont redevenus ministres. Oui, je sais. Il y a même des présidents qui sont devenus députés. Mais non, mais pas un laps de temps aussi court que ça. Faut arrêter les mecs. Attal, il était Premier ministre il y a à peine un an. Oui, mais Jean-Marc Ayrault, il a pas attendu très longtemps avant de devenir ministre des Affaires étrangères quand il était Premier ministre. Oui, mais pas moins que plus qu'un an. Faut arrêter les mecs. Oui, on va arrêter. C'est pas. Puis Jean-Marc Ayrault, c'était le maire de Nantes. Oui, c'est pas une référence forcément. Je sais. Bah oui. C'était un exemple comme ça. Mais bien sûr, même Balavoine a fait une chanson pour lui. David est avec nous. Sur Europe 1. David est avec nous sur Europe 1. Bonjour David. Ça va bien, merci d'être avec nous. Bonjour David. Non, mais j'ai laissé écouter parce que vous m'avez, tu m'as parlé Cyril au début, mais je voulais quand même écouter les autres. En fait, je voulais simplement dire que c'est quand même dommage parce qu'on est à un moment, vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, le France-Belgique, le match et des choses comme ça et des compositions. Là, on n'est pas vraiment pour faire une composition de foot, mais pour faire un gouvernement dans un moment crucial, dans un moment vraiment très important. Parce que quand même, il y a 6 points de déficit, il y a une sécurité française qui n'est pas au top, et il y a quand même plusieurs guerres, il y a un monde qui n'est pas dans un moment exceptionnel. Donc c'est quand même dommage de voir qui est à l'attaque, qui est en défense, qui est au milieu de terrain. Je sais pas, c'est comme ça que je vois les choses. Bien sûr, bah là pour l'instant on a tout le monde en défense. On va pas se raconter d'histoire là. Mais pourtant on prend quand même des buts. Donc non mais c'est vrai. Là, en ce moment c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon les mecs. Ouais, et Gauthier Lebrun, on est d'accord. Non, c'est pas bon. Mais dans ce marasme, je dis un petit truc parce que pour moi il y a que des mauvaises nouvelles. Mais il y a quand même 2-3 personnes qui émergent. Ah bah. Et les Français voient de nouvelles personnes pour 2027. Je pense notamment à Bruno Retailleau. Non mais c'est vrai. Bien sûr, bah évidemment, c'est la personne qui a émergé ces 3 derniers mois. Hein. Oui, ça fait même pas 3 mois entiers qu'il est ministre de l'Intérieur. Évidemment que c'est la révélation. Il a su s'imposer en 90 jours place Beauvau. Mais oui, c'est moi ce qui me fatigue le plus, c'est la perte de temps. Je voyais les consultations qui reprennent ce matin à Matignon. On a l'impression que c'est un jour sans fin. Combien de fois on les a tous vus dans la cour de Matignon pour aller consulter en vue de former un gouvernement cette année? Mais cette année, 4 premiers ministres, que de temps perdu. Vous pensez que le gouvernement sera prêt quand? Je mettrai fin de semaine ou pas? Je mettrai pas main à couper. À partir de samedi prochain, les Français basculent dans le moment de Noël et tout s'arrête pour eux. C'est-à-dire aucune question politique ne peut imprimer à partir de samedi prochain. Bien sûr. Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Mais on perd un temps de fou et puis les choses n'avancent pas pour les Français. David. Oui, je voulais dire, c'est quand même dommage. On n'est pas à un jour près, non, mais on est le 25, on est le 26, le 24 ou le 31. C'est pas les jours qui comptent, c'est les heures. Exactement. Donc, aujourd'hui, on a le gouvernement, c'est mieux que demain, et demain mieux qu'après-demain. Parce que quand on parle du gouvernement, on ne parle pas de politique ou de politiciens, on parle de personnes. On parle d'éviter vraiment éviter la prochaine Philippines. On parle vraiment de réduire la dette maximale. On parle vraiment de sujets qui nous touchent à tous les Français. Le pouvoir d'achat, c'est des choses vraiment très importantes. Il a raison, David. Bien sûr, non, mais il a raison, David. Là, on le sait, pour les agriculteurs, il y a une urgence tous les jours qui passe, c'est extrêmement préjudiciable pour eux dans tous les domaines. Donc aujourd'hui, il y a une urgence en France. On peut pas se permettre. On n'est pas un pays qui va assez bien pour se dire on a le temps de ne rien faire. Une urgence pour se doter d'un nouveau budget. On est en loi spéciale aujourd'hui, c'est catastrophique. Non, mais c'est sûr. Et le plus important, c'est juste pour vraiment dire la dernière chose, c'est les résultats. Parce que moi, je préfère un gouvernement de 15 Bayrou, de 10, de 17 ou de 20 personnes incompétents ou que l'on ne reconnaît pas, mais qu'ils arrivent à faire les résultats qu'on attend. Alors, c'est-à-dire, une économie juste on me dit et vraiment une France en sécurité. Les refus d'obtempérer, les OQTF, les problèmes des Français, quoi. C'est sûr. Et alors, on me dit que le gouvernement sera très resserré. Oui. C'est ce qu'on m'a dit.
Ça complique encore l'équation parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de prétendants pour peu de place. Alors vous savez, ça c'est toujours une promesse qu'on fait. Le gouvernement resserré, on nous promet toujours deux choses en cas de remaniement. Un gouvernement resserré et Claire Chazal à la culture, et à la fin il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc il faut toujours être très prudent quand on dit gouvernement resserré. C'est vrai qu'il y a toujours Claire Chazal à la culture. C'est toujours pareil, c'est toujours gouvernement resserré, Claire Chazal à la culture. Mais ça n'est jamais arrivé. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai. Claire Chazal à la culture. C'est drôle. Ouais. Merci. Vous êtes drôle. C'est drôle. Merci, c'est gentil. Vous êtes drôle, c'est très drôle. Vous connaissez Claire Chazal? Jamais rencontré, non. Elle est sympa. J'ai rencontré à un moment, elle était avec son amoureux, je me rappelle. Oui. Arnaud. Un blond. Oui. Vous avez joué au tennis, il me semble. Oui, j'ai fait la finale du tournoi des personnalités contre lui au tennis. Il jouait bien. Il présentait une émission là qui a révélé Nabila. Exactement. L'amour est aveugle. Oui, l'amour est aveugle. Je regardais ça quand j'étais jeune. Exactement. Ouais. Et alors, vous l'avez battu ou il a gagné? Demandez-lui. D'accord. Une boucherie. D'accord, très bien. Une boucherie. Je crois qu'il a pris 1-1 en 36 minutes. Ah oui. Ouais. Très bien. Ah ouais. Ok. Il est venu avec un bandeau, il est venu. Je me rappelle. Il a pris 1-1 en 36 minutes. Il est rentré chez lui tranquillement. Merci. Depuis, il porte plus de bandeau. Non, mais en plus, c'est vrai. L'histoire est vraie. C'est vrai, j'ai rencontré en finale du tournoi. Ouais. Personnalité, Claire Chazal était venue le voir. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs? Je sais pas, mais Claire Chazal était venue le voir et tout. Elle était venue le voir. Alors, elle avait regardé la finale et tout. Il y avait du monde, qui avait regardé la finale. Je lui ai dit, dommage qu'il y ait eu du monde. Non, mais pour prendre une rouste pareil. Non, mais il est sympa. Franchement, il était sympa. Non, je vous jure, c'est vrai. Il avait gagné le tournoi l'année d'avant. Mais vous n'étiez pas l'année d'avant. Je joue bien. Voilà, j'étais mec. Les mecs. Bien sûr. C'est intelligent comme vous faites. Quoi? Parce que vous dites, je lui ai mis une rouste, une vraie boucherie. Il a pris temps et temps en très peu de temps. Et après, discrètement, vous glissez. Il avait tout gagné le tournoi l'année d'avant. Exactement. Ce qui veut dire que non seulement vous l'avez ratiboisé, mais en plus vous avez humilié le champion de l'année d'avant. Donc il est fort. Pour dire que vous êtes encore meilleur que ce qu'on pourrait croire. Vous décryptez le Hanouna très bien. Non, mais là, je suis devenu une chèvre. Franchement, oui, je suis devenu une chèvre. Non, mais non. Mais si, je joue plus, bien sûr. Là, je joue contre lui, mais rien. Voilà, mais c'est vrai. C'est le paddle maintenant. Mais il avait mis une tenue de fou et tout. Il avait un sac. Il était beau gosse. Il était élégant. Il était élégant. Très élégant. C'est un bel homme, d'ailleurs. Ouais, bel homme. Très sympa. Attendez, il parlait pas de lui au passé. Il est pas mort, le. Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'il a perdu au tennis contre moi qu'il est. Depuis qu'il a perdu, c'est un peu dans sa vie. Et j'avais joué Sylvain Wiltord. Ah oui, très bon joueur de tennis, Sylvain Wiltord. Sylvain Wiltord en demi-finale. Et très vous aviez battu également? Il mène 6-3, 4-1. Ah oui. 6-3, 4-1. Et vous remontez? Il perd 6-3, 3-6, 10-8 au dernier set. 10 jeux à 8. Et vous vous souvenez bien des scores, ouais, je me rappelle, c'était un match mythique. Il est hypermnésique. 10 jeux à 8, un match de fou contre Sylvain Wiltord, qui est un très très bon joueur. Et voilà, que j'adore en plus, Sylvain Wiltord. Mais voilà, il était à fond. Et il s'est mis à fond dans le tennis depuis Sylvain Wiltord, champion de foot. Il est prof de paddle maintenant. Ah oui? Bien sûr, il a passé ses. Il est où? Sur Paris? Bien sûr, il est sur Paris. Il est prof de paddle et il a passé ses examens. Aussi ou pas? Je parle pas. Demandez-lui. Je dirais rien. J'ai pas envie de. Voilà, je suis pas là pour ça. Vous êtes modeste. Humilité. Je suis pas là pour ça. Franchement, s'il y a bien un mot qui vous caractérise, c'est l'humilité. Bien sûr. Vous lui demanderez. Merci les gars. En tout cas, merci. Je vois que j'ai l'équipe soudée. David, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, ça nous a fait bien plaisir. On va prendre beaucoup d'auditeurs là, entre 17 et 18 heures, donc appelez-nous. Voilà, si vous êtes en colère pour quelque chose, si vous avez envie de vous exprimer sur le gouvernement, sur François Bayrou, sur Miss France, n'hésitez pas aussi. Tiens, on va parler de Miss France. Appelez-nous pour Miss France, n'hésitez pas. Et on va parler de tout ça, bien entendu, dans un instant. 01 80 20 39 21. Gauthier Lebray, on va refaire. Je sais que les auditeurs aiment bien. On va commencer à refaire le gouvernement. Notre problème, c'est qu'on reconduit trop de monde là. Ouais, et Agnès Pannier-Runacher. Non, mais tu peux pas. Voilà. Tu l'as reconduit ou pas? Tu l'as reconduit encore. On l'a reconduit pas? On peut pas. À mon avis, là, ça va être Agnès Pannier-Runacher. Elle a un défaut, c'est qu'elle a critiqué ouvertement Bruno Retailleau et donc elle fait partie de la cacophonie gouvernementale que veut effacer François Bayrou. Par exemple, Antoine Armand. Il a mal joué, Antoine Armand. Il aurait jamais dû critiquer Michel Barnier ouvertement parce que quand vous prenez la suite, vous voulez pas garder celui qui a été déloyal envers le précédent. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 tout de suite. Allez, vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va refaire un point sur le gouvernement et on va prendre des auditeurs en ligne, bien entendu. Je vous donnerai une petite indiscrétion dans un instant, mais pour le moment, François Bayrou, lui, il doit être sur la route, non pas de Memphis, avec Eddie Mitchell, mais sur la route de Pau. Et je peux vous dire que ça va être une polémique. La polémique monte. C'est quoi? C'est-à-dire que François Bayrou juge que c'est plus important de se rendre physiquement à Pau pour un conseil municipal que dans la cellule de crise du ministère de l'Intérieur à Mayotte qui vit un véritable drame.
Voilà. Non, et le vouloir principal, cumuler c'est les qu'il assiste casquettes. à cette cellule de crise, que ce soit en visio il n'est pas présent. présent. Non, mais le Premier ministre est très certainement en contact permanent avec le ministre intérieur qui est à Mayotte. Mais non, mais il y a toujours polémique de tout. Il va participer en visio, il est à Paris dès demain, il répondra aux questions des députés. Bon, mais oui, il y a certainement, je la vois, monter la polémique, bon, très bien, elle va redescendre. Mais en fait, il y a des questions beaucoup plus sérieuses que ça. Non, c'est de l'ordre du symbole. Tu peux très bien avoir fait ton exercice de Premier ministre, diriger ton conseil municipal de 19h à 21h, 21h30 et reprendre un prêt. Bon, Olivier, merci. À la première crise qui tombe sur François Bayrou, il se barre du point presse et il laisse Bruno Retailleau répondre le week-end. Et le lundi, il se barre de Paris pour aller faire un conseil municipal. En termes de pure communication, ce qui compte un petit peu quand on est Premier ministre, c'est mauvais. Voilà, c'est une mauvaise séquence. Bon, voilà, là, on peut faire le point gouvernemental, si vous voulez, Cyril. Allez, on fait le point gouvernemental. Donc, les réunions se sont enchaînées quand François Bayrou a bien voulu être dans son bureau aujourd'hui à Matignon, à Paris. Tu l'aimes pas, hein? Non, je rigole, c'est pour faire un peu d'humour avec Olivier. Non, j'ai rien contre François Bayrou, d'ailleurs. C'est vrai? Non, rien du tout. J'aurais préféré qu'il laisse Sébastien Lecornu Premier ministre pour avoir raison, mais c'est tout. C'est le seul grief. Donc, il a vu successivement Marine Le Pen, et ça c'est très important parce qu'il la voit au bout de 3 jours, quand Michel Barnier la voyait au bout de 3 mois, donc pour la censure, c'est essentiel. Elle était accompagnée de Jordan Bardella. Il a vu Gabriel Attal. Certains voudraient le faire rentrer au gouvernement, expliquant qu'il est moins dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a vu les socialistes qui disent 2 choses. Dans l'accord de non-censure, pour qu'il n'y ait pas de censure. Pourquoi vous marrez tous comme ça? Je sais pas, c'est Benaïm. Pas du tout, mais enfin, c'est toujours ma faute, enfin. Je sais pas ce qu'elle a, Benaïm. Elle regarde les mecs maintenant, par exemple. Mais pas du tout. Non, mais Benaïm, Benaïm est lâché. Je le dis aux auditeurs. Regarde les mecs. À la fin. Alors, je dis exactement ce qui s'est passé. Oui. Nous avons dans le studio une porte. Et sur cette porte, il y a un bleu. Donc, parfois, certains passent et passent une tête et regardent ce qui se passe. Et là, c'est Pierre de Villeneuve qui vient de passer. Donc, j'ai souri gentiment. Il m'a souri en retour et il est passé, voilà. Il y a eu un moment, là. Benaïm, et lui, les faut tous. Non, mais sans Benaïm. Mais moi, j'ai peur qu'on va aller à peau de ce qui va se passer. Parce que il est hors de question que Benaïm dorme avec D'Artigol. Mais enfin, pas du tout. Il n'en est pas question d'ailleurs. Il faudra me passer sur le corps. Moi, je l'ai vu à la prod d'Europe 1 dire inutile de me prendre une chambre à Pau. Mais enfin, ma chérie à Pau. Bien sûr. Laquelle? On va y aller à Paris quand on y va. Non. Ah oui. Ça va te croiser. Et en plus, elle est charmante, arrêtez. Je veux dire, quand Benaïm dit ça, ça veut dire qu'elle est déjà en train de préparer. Vous savez que les gens vont finir par y croire à cette histoire. Les gens y croient. Les gens sont justement intelligents. Ce sera pas le premier. C'est en train de retomber. J'ai vécu l'enfer il y a un mois. Il y a un mois, j'étais l'enfer. Ah, c'est en train de retomber. On savait bien que ça allait retomber. Je savais bien que ça allait retomber très vite chez vous. Non, poursuis ton gouvernement. Poursuis ton histoire. J'en étais donc Gabriel Attal a vu le nouveau Premier ministre. Et donc j'en étais aux socialistes, parce qu'il y a 2 choses avec les socialistes. Il y a François Bayrou qui essaye de faire du débauchage. Donc on l'a vu. Il a essayé d'avoir Pierre Moscovici, on verra s'il accepte, le patron de la Cour des comptes. D'avoir Karim Bouamrad, le maire de Saint-Ouen qu'on a reçu ici, qui a refusé le ministère de l'Éducation nationale. D'avoir, pourquoi pas, Philippe Brun, député PS, qui a appelé à cet accord de non-censure à Bercy, dans une entité de Bercy, qui a refusé. Jérôme Guedj aussi, on parle de lui pour la santé. Mais Olivier Faure a dit, tout socialiste qui entre au gouvernement sera aussitôt exclu du parti. PS. Donc c'est évidemment dangereux quand vous êtes Jérôme Guedj et que vous êtes député PS. Ça l'est moins, par exemple, pour un François Rebsamen, ancien ministre du Travail de François Hollande et ancien maire de Dijon. Et les socialistes, ils disent on ne censure pas pour le moment s'il n'y a pas de loi immigration. Donc là, c'est intéressant parce que ça nous emmène vers les Républicains, puisque Laurent Wauquiez il veut s'assurer d'une feuille de route de François Bayrou avant d'acter d'une participation ou non des Républicains. On sait que Bruno Retailleau veut rester et qu'il est prêt à renoncer à cette loi immigration s'il arrive à faire passer un certain nombre de mesures par d'autres biais. Et se pose donc la question de l'entrée de Laurent Wauquiez lui-même au gouvernement, comme pour Gabriel Attal, c'est-à-dire les forts, est-ce qu'il vaut mieux les avoir à l'extérieur ou à l'intérieur? Et on sait que François Bayrou veut composer un gouvernement de poids lourds, donc garder par exemple Rachida Dati potentiellement, mais il ne peut pas garder tout le monde s'il veut mettre la touche Bayrou et évidemment choisir ses nouveaux ministres. Exactement. On a Foucault en ligne. Foucault, non pas Jean-Pierre, Foucault. Foucault tout court, qui nous appelle d'Île-de-France. Merci Foucault. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup. Et quelle lourdeur, Gauthier, là. Sur quoi? Jean-Pierre, on a dû lui faire 200 fois, Foucault. Oui, pardon, excusez-moi. C'est votre prénom, Foucault?
Absolument, c'est mon prénom. Très bien. Un vieux prénom français, un peu. J'adore. En 18. Je trouve ça très sympa. Très beau. J'aime beaucoup. Très joli. J'aime beaucoup. Non, mais c'est rien. C'est magnifique. Non, mais j'aime beaucoup. Excusez-moi, j'avais oublié la nouvelle ligne éditoriale de l'émission avec que des blagues très subtiles. Je ne ferai plus jamais une blague lourde. Je le jure. Et on s'y tient. Jamais de lourdeur dans l'émission, jamais. On m'avait pas prévenu. Allez, on aura Drucker dans un instant en ligne. Merci. Oui, Foucault. Moi, je vous appelle sur le sujet de préoccupation principale de notre gouvernement et de notre nouveau Premier ministre et du futur ministre du budget, pardon. Très bien. Je veux parler des économies. Je pense qu'on a vu que ça a causé la chute de M. Barnier, Exactement. qui a proposé, je dirais, un programme plus d'alourdissement des impôts que d'économies réelles et sérieuses. Sans vous abreuver de beaucoup de chiffres, je veux quand même vous en donner quelques-uns. Avec plaisir. En 25 ans, on a augmenté le nombre de fonctionnaires en France de 1 055 000. 1 055 000. Ça représente une masse salariale chargée de 50 milliards d'euros. Ça a augmenté de 14% dans la fonction publique d'État, de 46% dans les collectivités territoriales et de 23% dans la fonction hospitalière. Donc déjà, première piste d'économie, et le seul président dans les 25 dernières années qui avait eu ce courage-là, c'est Nicolas Sarkozy, sans parti pris politique aucun, puisque pendant sa mandature, ça n'a augmenté que de 17 000 fonctionnaires. Macron, qui en 2017 avait promis une réduction du nombre de fonctionnaires de 120 000, en fait, ça a augmenté de 180 000 rien que sur son premier mandat, et de 100 000 sur le deuxième mandat en cours. Donc, je pense qu'il faudrait être raisonnable et commencer par un gel des embauches. Alors vous allez me dire tout de suite, bah oui, et c'est vrai, on a besoin de policiers, on a besoin de fonctions publiques hospitalières, on a besoin de juges. Alors pourquoi ne pourrait-on pas redéployer, comme on le fait dans nos entreprises, un certain nombre de fonctionnaires dans des ministères qui ont des effectifs pléthoriques? Un exemple, le ministère de l'Agriculture. En 1945, il y avait 10 millions de paysans en France, on en a 700 000 aujourd'hui. Il y a plus de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture aujourd'hui qu'il y en avait en 1945. Donc, ces gens, comme on fait dans les entreprises, évidemment, on ne va pas les licencier, mais on pourrait peut-être en redéployer un certain nombre dans d'autres ministères, sous réserve évidemment de mobilité géographique. Enfin, en tout cas, la plupart des administrations, je dirais, de l'État sont en région parisienne, donc ça devrait être possible, en mettant évidemment un peu d'argent pour la formation. On rappelle que tous les fonctionnaires, ils sont recrutés sur concours, donc ils ont tous un niveau, je dirais, des qualifications. Donc il n'y a pas de raison qu'un bon fonctionnaire administratif, je dis ça respectueusement, soit plus mauvais ou en tout cas aussi bon à l'agriculture que s'il passait par exemple au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une première piste très sérieuse, qu'aujourd'hui, ce sont les salaires qui sont la plus grosse dépense de l'État. Alors Foucault, reste avec nous sur Europe 1. On va reprendre dans un instant, on va continuer là-dessus. Mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Non, vous inquiétez pas. Restez avec nous. Il y a Priscilla qui arrive, apparemment. Priscilla, vous connaissez ? Bien sûr. Une auditrice, voilà. Apparemment, elle m'a dit teste-moi, déteste-moi, je vais voir ce que je peux faire. 01 80 20 39 21, on revient dans un instant. On en reparle tout de suite. Aucune lourde. 16h-18h, on marche sur la tête. Cyril Hanouna. Allez, on marche sur la tête sur Europe 1. On était avec Foucault. Il y a un instant, voilà. Apparemment, c'était pas son dernier mot à Foucault, parce que il veut redire quelque chose sur Europe 1 à 17h37. Foucault, s'il vous plaît, non mais ça va pas là. Foucault, on parlait d'économie un instant et de budget. Et c'est vrai que le ministre du budget va être extrêmement important dans le prochain gouvernement. Et on parlait des fonctionnaires. Exactement. Et Foucault proposait de redéployer des fonctionnaires dans des administrations trop gloutonnes qui ne servent pas à grand chose sur les endroits prioritaires. Et par exemple, on pourrait redéployer les fonctionnaires du Haut Commissariat au Plan de François Bayrou, qui a été haut commissaire pendant 4 ans et qui, on ne sait pas très bien à quoi ça sert le Haut Commissaire au Plan. Hein. Il prenait également l'exemple du ministère de l'Agriculture. Fusionné avec France Stratégie. Sur proposition de M. Barnier. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là, Foucault? Il n'y a que 50 personnes. Non, S'il vous plaît. Il n'y a que 50 personnes au plan. S'il vous plaît, on est en train de passer une sacrée soirée, un sacré moment avec Foucault. Oui, donc voilà. Donc Foucault, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors dans les pistes d'économie, je parle de grosses pistes d'économie, il y en a beaucoup. On ne parle pas d'économie comme réduire les frais des premiers ministres, ça fait de la poudre aux yeux, et c'est juste quelques centaines de milliers d'euros. Prenons un autre exemple, l'immobilier de l'État.
Oui. Il y a une autre étude qui montre que chaque fonctionnaire a en moyenne à sa disposition un espace de bureau de 25 mètres carrés. Alors ça tient aussi à la géographie, on a aussi beaucoup de monuments anciens qui sont pas forcément découpables, je dirais, facilement. Alors que dans le privé, la norme, c'est 10 à 12 mètres carrés, je dirais, par employé administratif. Le patrimoine de l'État immobilier, c'est plus de 3 000 milliards d'euros. C'est un chiffre qui doit rappeler quelque chose, puisque peu ou prou, ça correspond, c'est un petit peu moins que la dette. Donc sans tout brader, évidemment, je pense que on pourrait accélérer le rythme. Ils font aujourd'hui quelques sessions, mais vraiment regarder un certain nombre de bâtiments qu'ils pourraient revendre, des bâtiments qui vraisemblablement pourraient être reconvertis en logements, dont on a un grand besoin, puisqu'on sait qu'on a une énorme crise du logement. Mais vous savez que là, vous auriez une levier de bouclier, parce qu'on vous dirait que vous bradez les biens de l'État. Non, il ne s'agit pas de brader, il s'agit de les vendre au juste prix. Il y a un service qui s'appelle le service des domaines, qui donne une évaluation. Et puis voilà. Par exemple, Pécresse, sans connotation politique aucune, je dirais bien sûr, elle a redéployé l'hôtel de la région qui était précédemment dans le 7e arrondissement, elle l'a mis de l'autre côté du périphérique. On fait une économie de plusieurs dizaines de millions d'euros pour la région Île-de-France. Donc, dans l'immobilier, c'est aussi un de mes anciens métiers. Ça va très très vite parce qu'il n'y a pas non plus que la valeur de l'immobilier. Il y a la maintenance, il y a évidemment les impôts, il y a les personnes pour les entretenir, etc., etc. Donc, il faudrait réduire les surfaces occupées par l'État. A fortiori, il y a aussi du télétravail dans un certain nombre d'administrations d'État. Donc, on a besoin de moins de bureaux et on peut faire, comme l'ont fait beaucoup de nos entreprises, du flex office. Voilà. Troisième piste qui me semble importante, c'est ce qu'on appelle les agences de l'État. Il y a eu un article très intéressant dans le Figaro il y a peut-être un mois. Il y a aujourd'hui plus de 500 agences d'État qui coûtent 84 milliards d'euros par an. J'ai bien dit 84 milliards d'euros. Dont les plus importantes sont par exemple le CNRS. On ne sait pas très bien ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, on espère qu'ils vont trouver. Sans parler du Conseil économique et social, sachant qu'on parle tous de celui de Paris, qui est quand même un gros fromage. Ils sont quand même payés 4 000 euros net par mois pour faire à minima une séance, un après-midi par semaine, et écrire des rapports que de toute façon personne ne lit. Et donc, les recommandations, pour peu qu'elles soient même pertinentes, ne sont évidemment, pas mises en œuvre. Donc des exemples comme ça, il y en a énormément. Pléthore. Il y a tout un tas d'agences sur la nourriture, il y en a 3. Il y a plein d'agences redondantes qui font exactement le même boulot, qui représentent plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires. Donc là, on est dans les grosses sommes et pas dans les économies, de bout de chandelle qui ont été proposées par Barnier. Et j'ajouterais, pour finir, j'ai trouvé scandaleux qu'un certain nombre de ministres aient mis leur démission dans la balance parce qu'on voulait leur réduire un tout petit peu leur budget. Il faut qu'on soit solidaire parce que payer des impôts, moi j'ai très bien gagné ma vie, je continue à très bien gagner ma vie, je paye énormément d'impôts et c'est pas un problème. La seule chose qui me gêne, c'est ce qu'on en fait. Donc, je pense que l'État doit montrer l'exemple. Et je dirais, c'est comme en entreprise, quand il s'agit de réduire les coûts, il faut juste être courageux et trouver des économies. Et là, ce sera sûrement le plus difficile. Ils vont faire consensus, je dirais, entre la droite et la gauche. Et je pense que redéployer les fonctionnaires sans supprimer les postes, je vois pas en quoi c'est une mesure antisociale, par exemple. Et là, il y a d'énormes économies à faire. Et puis enfin, je terminerai avec l'histoire du fameux jour de carence sur les arrêts maladie, je dirais, des fonctionnaires. Aujourd'hui, ils en ont 3. Dans le privé, il y en a 1. Il n'y a aucune raison que les salariés du privé que les salariés de la fonction publique soient avantagés de cette manière par rapport aux gens du privé. Et là encore, c'est quelques milliards d'euros pour le budget de la sécurité sociale. Donc en conclusion, net, je dirais comme on dit, avec du courage, il y a moyen d'économiser des dizaines de milliards d'euros et de revenir à un déficit acceptable et en tout cas tendre vers les 3% d'ici à 3 ou 4 ans en mettant en œuvre ces mesures courageuses. Voilà. Oui. J'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas vous abroger. Il y a des choses. Vous êtes d'accord? Moi, je suis d'accord avec quasi tout. Sur un petit truc à la fin. Voilà, les jours de carence, parce que il y a quand même beaucoup de boîtes privées qui s'alignent sur la fonction publique et qui permettent ce que permet la fonction publique. C'est ça. Non, mais vous avez raison. C'est juste ce petit truc-là. Voilà, Et moi, j'ai toujours un problème quand on veut taper les actifs, parce que c'est toujours ceux qui travaillent qui trinquent dans ces cas-là. Mais je suis d'accord à 100% avec tout ce que vous avez dit sur les fromages de la République, le CESE, le Haut Commissariat au Plan, tout ça, ça ne sert à rien. C'est une gabegie, c'est de l'État, c'est de l'argent public jeté par les fenêtres. Et ce qui nous tue, c'est pas les fonctionnaires qui sont en première ligne, parce que les professeurs, les pompiers, les policiers, c'est l'administration à chaque fois. Pour un soignant, combien d'administratifs? C'est ça le problème. L'administration. Je peux vous le dire.
comme dirait l'autre, je peux vous le dire, ou je vais vous le dire, dans la fonction publique hospitalière, 40%. C'est 30% la fonction. C'est 30% d'Artigol. Ouais, j'étais à 40. Donc oui, on a besoin de médecins, oui, on a besoin d'infirmières. Voilà. Donc, mais vraisemblablement, à l'ère du digital à laquelle on vit, donc l'État a souvent fait des mauvais choix en matière de programme informatique. Il y a eu un certain nombre de scandales là-dessus. Ils ont tous des systèmes différents, parce qu'évidemment, ce serait plus simple que chacun prenne le même système. Enfin, ça, c'est encore un autre débat. Merci Foucault. Voilà. Merci d'avoir été avec nous, Foucault. Je vous en prie. Merci beaucoup, je vous embrasse fort. C'est moi qui vous remercie, Foucault. Merci beaucoup. Et vous nous rappelez. J'espère que C8 va continuer. Vous êtes un amour, Foucault, et vous nous rappelez quand vous voulez. Vous nous rappelez quand vous voulez. Hein. Merci. Et c'est vrai qu'il a dit un truc, Foucault, qu'on va attendre avec impatience. Hein. C'est quand même le ministre de l'économie. Hein. Ah bah, évidemment. Moi, j'ai une petite idée de ce qui serait le mieux. Mais voilà, je ne le dirai pas à l'antenne. Mais j'ai une petite idée de ce qui serait le mieux. Je pense. Faut savoir, est-ce que Bercy va rester au centre, donc c'est-à-dire chez les macronistes, puisque là c'était encore macroniste, hein, Bercy, Antoine Armand, Laurent Saint-Martin, Marc Ferracci qui a été le témoin de mariage d'Emmanuel Macron qui était le ministre de l'Industrie, donc c'était hyper macroniste. Donc est-ce que ça reste macroniste? Est-ce que ça bascule à droite avec un profil LR? On avait cité Laurent Wauquiez lors du dernier remaniement. Quand on parlait de poids lourd, Laurent Wauquiez, ça a de la gueule. Je suis désolé. Ou est-ce que ça bascule à gauche? Excusez-moi. Oui. C'est-à-dire Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, mais qui est quand même très sensible à la dette et au déficit. Exactement. Voilà. On va en parler. On en parle. On va en parler dans les prochains jours. On va parler dans les prochains jours. Oui. Valérie Benaïm, qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Mais je m'interroge. Vous regardiez quoi sur votre téléphone là? Non, je regardais le compte rendu du procès. Non, le dernier texto envoyé par Olivier. Non, parce que vous voyez rire ensemble. Nous rions sur Moscovici. De gauche. Sur l'ouverture à gauche. Pas quoi, il est de gauche, Pierre Moscovici. Il n'a plus d'engagement depuis à peu près. Oui, il n'est pas du RSS, oui, c'est sûr. Depuis 2014. Et puis quand même c'est monsieur dette et donc ça serait un profil ça plus va oui, ça va très bien, mieux que vous, Gauthier. Moi j'ai eu un repas avec moins de quoi? Excusez-moi, qu'est-ce qu'il dit là? Excusez-moi, t'es beurré. C'est lui qui est bourré. Quoi qu'il en soit, il va falloir quand même qu'on trouve des noms à gauche, et pour l'instant les noms à gauche ils sont pas évidents. On est d'accord que Moscovici c'est pas la gauche qui va dire super, on rentre au gouvernement. Moscovici il est de gauche. Si Moscovici il est pas de gauche, il est d'où alors? Quoi? Mais en fait, maintenant, pour être de gauche, il faut être à la France Insoumise. Oui, c'est ça, le problème, c'est ça. Vous allez mettre qui? Delogu, ministre des Finances? Non, je veux pas ça. Non, mais les gars, Delogu, ministre des Finances. Je veux pas ça. Le curseur s'est déplacé à cause de la NUPES et du nouveau Front Populaire, puisque la force centrifuge, c'est devenu la France Insoumise. Donc maintenant, quand on parle d'un socialiste, social-démocrate. Il est de droite. Il est de droite. Cazeneuve avait été retoqué. Il est traité de social-traite par tous les fistes. Pour moi, le profil de Cazeneuve est plus un profil à gauche. Ils ont remis la clim. Ils ont remis la clim. Ils ont remis la clim dans le studio. Oui. Ah bon? Très nettement. Exactement. Je vais vous dire, là, on est chez Picard. Là, je vous le dis. Là, ça passera pas. Ça passera pas. Ça, je vous le dis. Il y a peut-être eu une intervention. Je vous le dis, moi. Mais il fait quand même un peu chaud dans le. Non, Gauthier Lebray. Oui. C'est moi qui dis. Et qui décide de ça? J'ai un peu froid. Un petit coup de. Moi, je vous dis. Je la sens. Quoi? Vous la sentez? De clim qui arrive. Lui. Affreux. Vous êtes devenu complètement fou. Il la sent. Il la sent. Tu la sens? Non, je sens la clim qui arrive dans le dos. D'accord. Dans le dos, vous la sentez dans le dos. Faites ce que vous voulez, on veut pas le savoir. Merci. Non, mais il est fou ce mec. Mais qui décide la température ici? Cyril, t'as pas compris? Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous payait. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il demande qui décide de la température. Qu'est-ce qu'il dit? Je dis c'est Cyril. Exactement. Merci. Et il demande pourquoi? Parce que c'est le chef. Simplement. Parce que oh là là. Mais oui. Oh là là. Quand le chef s'appelle Lénine, ça pose de problème à personne. Mais quand il s'appelle Cyril. Il a passé une mauvaise dernière semaine. Alors on va prendre Marie-Odile en ligne de Seine-et-Marne. Bonjour. Oui. Bonjour Marie-Odile. Merci d'être avec nous. On aime bien quand Marie-Odile nous appelle. Hein. Oui. Toujours un bonheur. Marie-Odile. Oui, Marie-Odile. Oui, je suis vraiment désolée de voir ce marchandage autour des personnalités. Oui. Vous savez ce que c'est? Le gouvernement aujourd'hui, c'est le Mercosur, vous voyez. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup au milieu, et puis voilà. Et puis, si lui, il y va, je t'enlève mes 30 députés. Mais c'est minable. Et moi, j'ai vu il y a 2 jours un homme politique vraiment droit dans ses bottes, c'était Retailleau lorsqu'il a fait le discours avec Mayotte. Il est incroyable. Incroyable. Mais ils vont le virer.
Gabriel Attal, il n'en veut pas parce qu'il va lui faire de l'ombre, mais Gabriel Attal, il est même pas sorti de la maternelle, qui veut déjà être président de la République, lui. C'est quand même terrible de voir ça. En ce moment, Retailleau, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui, mais vous savez, Wauquiez, j'arrive pas à comprendre. Mais Wauquiez, alors. Il veut le torpiller un peu. Non, ça s'est arrangé, là, Retailleau, Wauquiez. Vous savez, vous parlez de... Ça va mieux, un moment d'égarement et tout. Il y a eu un moment d'égarement et ça y est, ça va mieux. Et je peux vous dire que Laurent Wauquiez, ne croyez pas, il est quand même c'est quand même quelqu'un de qualité. Il soutenait Lecornu à la fin. Il soutenait Sébastien Lecornu sur Matignon à la fin. Il est de qualité. Enfin, pardon, mais au début de la séquence, c'était pas non plus... Merci, c'est moi qui l'ai révélé. Benaïm, c'est bon. Lecornu. À la fin, il soutenait Lecornu, je peux vous le dire en coulisses. Vous savez qu'il y a un centriste qui est quand même très fort pour l'armée, c'est Hervé Morin. Bien sûr. Oui, le frère de relation difficile avec François Bayrou. Le frère de Christian Morin, il joue de la clarinette. Non, il est sympa, Hervé Morin. Voilà. Et puis surtout, vraiment, j'espère que la France va s'en sortir, parce que si on a un ministre du budget de gauche, on est mort. Hein. Mort de chez mort. Hein. Non, ce matin, il y avait une dame de Mayotte qui parlait ce matin sur l'antenne, et elle disait, si Mayotte en est là où il en est en ce moment, c'est à cause de la gauche. Tout le monde a voté à gauche et ils nous ont mis dedans juste. Mais elle le disait ce matin, vous pouvez retrouver ça. Ouais. Ça a été retransmis. Partout où il y a la gauche, les villes de France, il y a 10 ans, les plus endettées de France, c'était toutes des villes de gauche. Alors, Gauthier Lebray, vous avez dit un truc il y a quelques jours. Vous avez parlé des villes à gauche. Vous avez dit qu'il y avait des problèmes dans les mairies de gauche. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Est-ce que c'est vrai? De quelle ville on parle tous les jours? Allez-y, dites-le. Nantes, Grenoble, Rennes, dites-le. Grenoble, c'est vous, Strasbourg. Et il y a un maire qui s'est réveillé, qui a vu la Vierge comme ça, au moment de Noël. C'est Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, qui a décidé d'armer sa police municipale, parce que qui dit ville de gauche dit... Vous avez parlé de Paris? Ah non, mais Paris, je pourrais citer Paris, mais qui dit ville de gauche dit ville où la police municipale n'a pas d'armes létales et souvent où il n'y a pas assez de caméras de vidéosurveillance. Et donc Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, il a vu la Vierge et il a dit il faut armer la police municipale, parce que une partie du moins, parce que l'insécurité aujourd'hui est devenue une réalité, et il a dit même qu'il avait sous-estimé la réalité. Donc la situation. Donc ça c'est un tournant pour moi j'aimerais bien vivre dans votre monde. Hein. Ça va mal dans les villes de gauche et ça va bien dans les villes de droite. Alors c'est un monde assez c'est bien. Hein. Comme ça, c'est bien. C'est ce que dit Gauthier Lebray. Moi, j'ai pas dit ça. C'est bien. Je l'ai pensé. C'est une analyse nuancée. S'il vous plaît, attendez. Attendez, parce que là, on a le commissaire politique. Stop, s'il vous plaît. Je vais vous dire. Moi, je ne l'ai pas dit. C'est Gauthier Lebray qui l'a dit, mais je l'ai pensé très fort. Voilà. Non, mais donne des arguments pour dire que ce que je dis est faux. Grenoble n'est pas insécure, Strasbourg n'est pas insécure, Rennes n'est pas insécure, Nantes n'est pas insécure, Bordeaux n'est pas insécure. Lyon n'est pas insécure. C'est de la politique. Lyon, j'ai de la famille à Lyon. Alors vas-y. Quelle ville de gauche avec une police municipale armée? Il y a Marie Odile là. Marie Odile, vous êtes d'accord avec moi? Moi, il me reste très peu de minutes, mais je voulais dire, j'entendais une dame de droite ce matin qui disait j'irai plus voter. Alors je dis, il faut aller voter, parce que si la droite ne va pas voter, c'est LFI qui arrive au pouvoir. Hein. Alors, les électeurs, toutes les villes qui ont voté Europe Écologie des Verts, c'est parce qu'il y a eu une abstention massive de toutes les droites. Hein. Et c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont été élus avec 30% de voix ou 38% de voix. C'est terrible. Ils sont au pouvoir parce que les gens ont voté avec des niveaux de participation comme dans les autres villes et sur les dernières municipales. C'est le choix des électeurs. Et après, les électeurs, ils auront la possibilité en 2026 de réélire ou pas ces équipes-là. C'est la démocratie locale. Oui, la démocratie locale bolchevique. Mais non, parce que un maire élu, mais madame, un maire élu lors des dernières élections municipales, avec un même, madame, avec un même... Laissez parler l'auditrice. Non, mais l'autre, depuis qu'il est vice-premier-ministre, ils se sont poussés des ailes. Ah oui, non. Mario Odile. Exactement. Il est fou, lui. Il va falloir le calmer, hein, parce que alors lui... D'Artigol, il est parti. Non, mais Mario Odile, vous avez vu comme il est devenu? Vous avez vu comme il est devenu depuis vendredi? S'il vous plaît. Vous avez vu la gauchité? Mario Odile. En France, on a une gauche irresponsable, elle est idéologique, elle est pas faite pour être au pouvoir, elle en a rien à faire de ce qui se passe dans le pays depuis 20 ans, hein, parce qu'avant c'était quand même un peu mieux que ça, mais c'est dramatique ce qui se passe, quoi. Olivier Faure, le vrai républicain, il défile avec les islamistes. Je sais, mais bon, là, il est plus occupé. Il chante à la Ouattara à 50 mètres du Bataclan, quand même. Et lui, il était républicain, il fallait voter pour Olivier Faure.
Non, mais mais Macron, mais il est fou. Alors, merci Marie-Odile d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Et s'il vous plaît, rappelez-moi demain pour calmer un petit peu Olivier d'Artigol. Là. Oh non, il me fait rire, lui. Maintenant, il me fait rire, lui. Bon, très bien. Bon, ça va. Alors. Je vous fais de gros bisous. Merci Marie-Odile d'avoir été avec nous sur Europe 1.